Pierre, si vous avec nous, car fait nous signe encore, s'il vous plaît. Bonsoir à vous. D'accord, merci beaucoup. En fait, Assoya, c'est un copain qui est content pour nous lancer une activité par une cadre de simulation 6e édition que nous avons organisée dans GHA, qui est Jeunes Acteurs pour le Changement. Et que dans le contexte bouleversement que nous avons traversé jeudi à là, côté que nous avons un moment qui est vraiment historique, côté que l'histoire va essayer de construire, mais nous allons lever comme ça, pendant nous, c'est des contemporains qui vraiment témoignent de ça qui a passé, mais qui ont un ensemble de méthodes qui permettent de expliquer ça qu'a fait. Et dans le cadre de simulation, et surtout là, notre travail lié sur géopolitique des membres du Conseil de sécurité, qui est un organe qui est composante des Nations Unies comme organisation internationale. Et à cela, nous avons un grand plaisir pour nous capables de modérer intervention ça que nous avons un professeur Nicolas Jean-Pierre qui est docteur en philosophie des relations internationales et professeur de l'université. Nous avons une intervention parler pour nous et nous comprendre en pile réalité des choses à travers des prises scientifiques sur comment comportement acteur est manifesté au niveau des relations internationales. En fait, ce sujet est surtout basé sur géopolitique et c'est pas un cours d'introduction à la géopolitique nous pourrons le faire, mais c'est pas un grand exposé sur tout grand courant géopolitique parce que c'est trop vaste à tel point que il y a des auteurs qui définissent la géopolitique comme étant en science et il y a d'autres auteurs qui disent que la géopolitique, pour contre est extrêmement vaste, pas directement en science au sens épistémologique du terme, mais c'est plutôt une méthode d'analyse qui nécessitait plusieurs recours à sa transdisciplinarité, qui évoque les principes historiques, géographiques, technologiques et philosophie et autres sociologie tout par rapport avec ensemble de complexités qui gagnent dans l'étude ça pour arriver comprendre et discerner comportement acteurs comme des puissances sociales internationales. Et bien avant nous passer qu'on a avec professeur nous connaissons un bon résultat depuis que le concept géopolitique a été étudié et de façon épistémologique, c'est qu'on nous dit qu'il y a un pile monde qui surtout Welly et qui plusieurs auteurs essayent de définir. Il y a Jean-Baptiste, qui c'est un historien, docteur en histoire, qui essaie de définir la géopolitique comme étant l'étude des rapports de force dans les États et dans les espaces. Et il y a plusieurs autres qui disent c'est le territoire, toutes sortes de pouvoirs. Ça, c'est en parlant de Yves Lacoste qui a fait réapparition liée avec l'étude géopolitique après une période de temps, après la Seconde Guerre mondiale qui a été la géopolitique, une connotation négative par rapport que les Allemands ont surtout utilisé en pile avec Friedrich Ratzel, il y a un grand tenant et grand courant et géopolitique en Allemagne. Et en effet, nous avons laissé place, nous avons laissé professionnels qui... Bon, on m'a déjà présenté, je suis professeur Nicolas Jean-Pierre. Peut-être il y a des étudiants qui sont là, ce sont mes étudiants. Peut-être il y en a d'autres que je ne connais pas, je ne les connais pas. Bon, la présentation a été faite. Et puis, il y a beaucoup de textes sur cette question. Et il y a beaucoup d'approches, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de théories. Et sur cette approche qu'on appelle sur la question du Conseil de sécurité, et surtout la géopolitique du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, moi, je vais vous apporter quelques approches sur cet organe de l'Organisation des Nations Unies et qu'on appelle le Conseil de sécurité. Avant tout, il faut se demander pour les gens qui n'ont rien
en termes de géopolitique, ou du moins pour entrer en matière, qu'est-ce que c'est que la géopolitique et quelle relation existe-t-il entre la géopolitique et le Conseil de sécurité des Nations Unies? Et peut-on parler d'une... Avant, on ne parlait pas de géopolitique, on parlait plutôt de géographie politique. La géographie politique avait affaire avec l'organisation impériale du monde. Impériale, quand je dis impériale, bon, je ne veux pas définir les concepts parce que finalement, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. L'organisation impériale fait affaire avec l'Empire. Fait référence à l'Empire français, l'Empire allemand, l'Empire de l'État-nation, la naissance de l'État-nation. On n'a plus une vision impériale de l'espace. Qui a une vision impériale, cela veut dire une vision linéaire de l'espace, parce que vous savez que l'Empire a une conception presque linéaire de l'espace. L'Empire ne connaît pas de frontières, parce que la frontière de l'Empire, c'est sa propre force. Donc, on cesse d'être dans une vision linéaire pour être dans une vision fragmentaire de l'espace. L'État vient avec les frontières. L'État vient avec non seulement des frontières culturelles, mais des frontières économiques, des frontières politiques, des frontières, toutes sortes de frontières. C'est pourquoi on dit la création de l'État, c'est également la création des frontières. Donc, la géopolitique, avant tout, posait la question sur les rapports entre les souverainetés, les espaces souverains. Car vous savez que l'État est l'un des éléments de définition de l'État, à part ses définitions matérielles, c'est la souveraineté. Donc, l'État la souveraineté. La géopolitique cherche à comprendre la collision entre la souveraineté. C'est pourquoi Gélène, le Suédois qui a inventé ce mot, il a défini la géopolitique comme étant science de l'État comme entité géographique, entité spatiale, comme organisme géographique ou comme entité spatiale. Autrement dit, l'État et la géopolitique cherchent à comprendre l'État dans son environnement spatial. C'est ça la géopolitique. Mais étant donné que c'est soit science de l'État comme organisme géographique de l'État, ou comme entité spatiale, à partir de ce moment, la géopolitique s'étend presque à toute forme d'entité spatiale. Que ce soit une entité groupale, une entité groupale, mais une entité étatique, une entité à vocation internationale. Donc, la géopolitique s'intéresse partout où il y a l'État comme entité souveraine, comme entité géographique, comme entité spatiale souveraine. C'est-à-dire souveraine, quand on dit souveraineté, on veut parler de l'indépendance. L'indépendance en matière législative, en matière judiciaire et exécutive. Donc, l'exclusivité de la législation, de l'exécution et de la justice, ça fait référence à la souveraineté. Donc, à partir de ce moment, est-ce que maintenant,
le Conseil de sécurité, c'est une entité spatiale. Est-ce que pour avoir, si on prend la définition de Gelen comme étant science de l'État dans comme entité, comme organisme géographique ou comme entité spatiale, est-ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies répond aux critères d'une entité spatiale? Et bon, ça c'est première question. Deuxième question, il y a ce que l'étudiant dans sa partie introductive a souligné, c'est la définition de Yves Lacoste, qui pense que la géopolitique, c'est savoir penser l'espace et les rivalités qui s'y déroulent. C'est-à-dire penser l'espace et les rivalités qui s'y déroulent. Autrement dit, est-ce qu'il y a... donc, la géopolitique cherche à comprendre, selon Yves Lacoste, non seulement l'entité spatiale, mais toutes les rivalités qui se déroulent entre ces entités. Maintenant, on peut poser la question, est-ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies est formé d'entités spatiales? Est-ce qu'il y a également des rivalités entre ces entités spatiales? Donc là, il faut comprendre, il faut se demander qu'est-ce que c'est que le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un organe principal des Nations Unies. Vous savez que dans le chapitre 2 de la charte de l'Organisation des Nations Unies, et il est créé comme organe principal de l'organisation 6 organes. 6 organes, c'est l'Assemblée générale, Conseil de sécurité comme deuxième, Conseil économique et social, Conseil de tutelle, Cour internationale de justice et le secrétariat. Ce qui nous occupe maintenant, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais on ne pourra pas comprendre le Conseil de sécurité des Nations Unies sans comprendre l'ONU. Sans comprendre l'ONU. Et quel est le but de l'ONU? Le but de l'ONU, c'est dans le préambule de la Charte des Nations Unies, il y a les motifs pour lesquels on a créé cette organisation internationale ou bien mondiale. C'est pour préserver les générations futures de la guerre. C'est justement après la Première et la Deuxième Guerre mondiale qu'on a créé l'ONU. Deuxième motif de la création de l'ONU, c'est proclamer à nouveau les foi dans les droits de l'homme. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est éviter la guerre et faire respecter les droits de l'homme. Et troisième motif de cette organisation, dans le préambule, c'est le maintien d'un système juridique international. Il dit, ça dit, l'ONU vise à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice, du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international. En plus, c'est le progrès. Donc, c'est le progrès social et économique et social, c'est-à-dire les meilleures conditions de travail, les meilleures conditions de vie. Donc, quand vous voyez le but, c'est le motif. Le but principal de l'ONU, c'est quoi? Ça se trouve exactement dans l'article 1er de la Charte des Nations Unies, c'est maintenir la paix et la sécurité internationale. Et quel est l'organe des Nations Unies
qui s'occupe du maintien de la paix, de la sécurité internationale, c'est le Conseil de sécurité. Regardez, c'est-à-dire au chapitre 24, pardon, aux articles 24 de cette même charte, on a défini le pouvoir, les fonctions et pouvoirs du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est là pour instaurer la responsabilité première du Conseil de sécurité est d'instaurer la paix et la sécurité internationale. Donc, la paix et la sécurité internationale constituent, en fin de compte, l'objectif, non seulement l'objectif premier et le but premier de les Nations Unies, mais c'est le Conseil de sécurité qui s'est chargé de résoudre la problématique de la guerre dans le monde. Donc, c'est pourquoi dans l'article 37, 3, dans le chapitre 3, on définit les fonctions et pouvoirs, la structure du Conseil de sécurité. On définit également le nombre des membres, etc. Dans le chapitre 4, dans le chapitre 6, on a défini les règlements pacifiques du conflit. C'est-à-dire le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable. S'il vous plaît, celui qui a son micro ouvert, essayez de le fermer. C'est-à-dire le Conseil de sécurité est chargé d'organiser, de régler, premièrement, les conflits pacifiquement, dans le chapitre 4. Et voici les modalités, les 6 modalités des règlements pacifiques du conflit. C'est selon l'article 33 de la Charte de l'ONU. C'est premièrement la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage et les règlements judiciaires. Les règlements judiciaires, ou du moins régionaux. Voilà, c'est 6 moyens de règlement, 6 voies de règlement pacifique des conflits. Et la question d'organismes régionaux, c'est plutôt dans le chapitre 8 de cette charte. Dans le chapitre 7, eh bien, dans le chapitre 7, on définit, c'est-à-dire quelles sont les actions que les conseils de sécurité doivent prendre contre la paix, en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression. C'est-à-dire, le Conseil de sécurité est chargé de prendre toute forme de mesure, contre la menace contre la paix, contre la rupture de la paix et toute forme d'agression qui puisse amener vers une rupture ou bien une menace à la paix. Donc, voilà le rôle, le deuxième rôle, ou bien le troisième rôle même du Conseil de sécurité.
À partir de ces objectifs du Conseil de sécurité, la structure même pose problème. Depuis vous voyez, c'est sûr. Prenons des exemples avant même de passer dans la structure. Prenons des exemples. C'est sur la base du Conseil de sécurité qu'on a la masse ici, qu'on a les différentes missions des opérations de maintien de paix. Et parfois, après le chapitre 6, après avoir tenté toutes les formes de résolution pacifique des différends, donc le Conseil de sécurité dans le chapitre 7 procède par des actions presque militaires. En ce sens, le Conseil de sécurité serait le gendarme du monde. Le gendarme du monde. Donc, le gendarme du monde, c'est-à-dire, c'est l'organisation. Autrement dit, on peut dire que, autrement dit, si l'Assemblée générale s'occupe des affaires législatives comme organe plénier, comme s'il décide sur certaines affaires, l'Assemblée, l'organe ECOSOC écrit sur les affaires économiques et autres, la Cour internationale de justice s'occupe des affaires de la judiciaire, eh bien, le Conseil de sécurité s'occupe des affaires politiques, c'est-à-dire du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et vous savez que la question de maintien de la paix et de la sécurité, c'est l'affaire c'est une question politique. Donc, c'est un organe extrêmement politique. Dame du monde. Ça semble que le professeur a coupé le problème Internet, mais il est là avec nous. Établit un comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Le comité d'état-major, et c'est là que je vais statuer sur mon analyse. Le comité d'état-major se compose des chefs d'état-major, des membres permanents. Je reprends alinéa 2, article 47, alinéa 2. Le comité d'état-major se compose des chefs d'État, des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au Conseil d'une façon permanente à s'associer à lui lorsque la participation de ce membre à ces travaux lui est nécessaire. Alinéa 3, le comité d'état-major est responsable sous l'autorité du Conseil de la direction stratégique de toutes forces armées mises à disposition du Conseil. Est-ce que vous comprenez? Donc, lisez avec moi peut-être cet article, vous allez comprendre. Donc, l'État forme, c'est-à-dire les 5 membres permanents, l'état-major des 5 membres permanents, les états-majors des 5 membres permanents de l'ONU, c'est-à-dire forment ce qu'on appelle l'état-major du monde. Un comité d'état-major, ce qu'on appelle l'état-major du monde. De l'ONU à vocation universelle. Et vous savez qu'est-ce que c'est que
les États permanents, les membres permanents sont 5. Il y a premièrement, regardez par exemple avec moi l'article, le chapitre 2, je crois, les membres permanents, c'est-à-dire le chapitre 2, il y a les membres, la question qui traite la question des membres. C'est-à-dire, il y a les membres permanents qui est la Chine. Donc, c'est en gros, c'est 5 membres qui dirigent l'ONU en termes d'état-major, en termes d'armée. Si cet état-major ne cible pas sur une guerre, sur une guerre dans le monde, cette guerre n'est pas considérée comme menace à la paix, n'est pas considérée, étant donné que c'est le Conseil de sécurité qui décide sur la menace de la paix, la rupture de la paix. Pendant tout le 9e siècle, le monde, c'était diamétralement différent parce que les politiciens, les autres, les séries intellectuelles, le problème de la guerre dans le monde. L'un des philosophes qui a proposé cela, qui a proposé une formule pour la paix dans le monde. Et il y avait un problème. C'est-à-dire, si on vous demande pourquoi il y a un organe des Nations Unies qui s'occupe de la guerre, d'ailleurs, qui s'occupe de la guerre, il y avait un problème pendant presque toute l'histoire des États, des empires, des États, c'est que le problème de la guerre. Abbé de Grégoire, Rousseau, Hegel, surtout Kant, a posé la problématique de la guerre. Et l'une des propositions dans ce texte, Kant propose une formule pour résoudre la paix dans le monde. Premièrement, les États doivent être républicains, cela veut dire démocratiques, la démocratie représentative. Deuxièmement, les États doivent former un fédéralisme d'États capable de statuer sur les conflits entre eux. Étant donné qu'il y a un fédéralisme d'État, donc il y a donc la société, le monde va devenir un petit peu entrecroisé. Donc, il va y avoir une autre étape, c'est le cosmopolitisme, cela veut dire une politique mondiale. Cette politique mondiale doit être régie par ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Le cosmos, l'universel, et bien l'univers politique, une politique du monde. Une politique particulière, une politique d'État, il faut construire une politique mondiale. Voilà le cosmopolitisme. Donc, à partir de ce moment, Kant propose l'État qui va réaliser ce projet, c'est les États-Unis d'Amérique. Parce que, mais la question, avant même d'arriver à cela, il faut dire que
la question, mais pourquoi conflit entre eux? Parce que, selon Kant, les États, c'est son intérêt national. Donc, chaque État cherche de ne pas conflictuel. Donc, l'État même, la création d'État est porteuse. La création d'État est porteuse de la guerre. Maintenant, la question, il faut avoir une institution internationale beaucoup plus pour s'approprier de la guerre, pour s'approprier des conflits entre les États. C'est-à-dire retirer la guerre entre les mains des États et la mettre sur le compte d'une supranationalité, d'un supranationalisme qui s'appelle une institution internationale. Donc, je n'ai pas de temps pour développer. Donc, donc, les pratiques internationales, la praxis internationale va obéir à certaines codifications. Premièrement, il faut que les États soient démocratiques, ça c'est l'approche de Kant. Deuxièmement, il faut légiférer sur la question du commerce, qui est tout. Donc, un troisième homme en tant que tel, proche des droits de l'homiste, libéré. Donc, on va former avec ces trois approches, l'approche économique, l'approche politique, l'approche droits de l'homiste, on doit former un système juridique international. Et c'est à travers ce système juridique international qu'on va institutionnaliser les pratiques internationales qui donnent l'ONU. Donc, l'ONU serait le résultat de l'insuffisance du nationalisme, du rapport international et de l'internationalisme. Donc, donc ce serait, l'ONU serait le résultat, les conseils de sécurité de l'ONU seraient le résultat de l'insuffisance du conseil de l'internationaliste. Cela veut dire les pratiques économiques, politiques et culturelles des États, parce que ça engendre des conflits pour résoudre ces conflits. Donc, à partir de l'ONU, mais étant donné que pour qu'il y ait ça, pour institutionnaliser, il faut qu'il y ait la force. N'importe qui ne peut pas institutionnaliser en fait une pratique. C'est celui qui a la force. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU, surtout en tête les États-Unis d'Amérique, va aller se charger d'institutionnaliser les pratiques internationales, premièrement avec la SDN et deuxièmement avec l'ONU. Donc, l'ONU serait l'appropriation des conflits entre les États, l'appropriation des guerres entre les États, à partir surtout les petits États. À partir du moment où la guerre n'est pas décidée automatiquement par l'État, mais plutôt par l'ONU. Donc, il y a comme la guerre, outil de domination, outil d'imposition et autres. La guerre est tout de suite passée aux mains de cette institution, mais comme ce sont les grandes puissances, les vainqueurs les vainqueurs
les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui ont décidé de la manière qu'on va organiser, institutionnaliser les relations internationales. Donc, ils s'établissent comme étant même membres permanents. Membres permanents, cela veut dire ces membres-là qui ont des vétos sur des questions internationales. Donc, la sécurité devient l'affaire de ces membres permanents-là et de leur veto. Et s'il y a une certaine géopolitique du Conseil de sécurité, ce sera quand même, premièrement, la rivalité qui existe entre, premièrement, les membres permanents. Parce qu'entre ces 5 membres permanents, en tant que grande puissance, ils ont toujours des rivalités. Regardez la rivalité entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, entre la Chine et l'Europe, entre la Chine et la Russie. Donc, il y a toujours rivalité entre ces puissances-là pour qu'est-ce qui va dominer le monde. Parce que entre qu'est-ce qui va marquer le monde. Il y a également rivalité entre les membres permanents et les autres États des Nations Unies. Et il y a rivalité entre les États, entre les autres États et les membres permanents, entre les États qui ne font pas partie des membres permanents. Donc, la géopolitique du Conseil de sécurité fait référence à toutes ces rivalités-là. C'est-à-dire la rivalité entre non seulement les membres permanents, les membres non permanents, les membres permanents et les membres permanents. Donc, voilà en gros ce que je peux dire. Donc, mais du point de vue théorique, pour résoudre ces conflits, le Conseil de sécurité, l'ONU, à travers son Conseil de sécurité, fait référence à ce qu'on appelle non seulement à la nationalité, le nationalisme, à la question de l'internationalisme. Il fait référence également au transnationalisme, cela veut dire les réseaux de pratiques économiques, politiques et culturelles qu'il y a entre les nations. Et le Conseil de sécurité fait référence exactement au supranationalisme, c'est-à-dire les différentes institutions internationales. C'est pourquoi l'ONU ne se considère pas comme une institution, sinon un système. Aujourd'hui, on parle des systèmes des Nations Unies, ça veut dire un réseau d'institutions. Et si vous lisez le chapitre 8, qui s'intéresse aux accords régionaux, vous allez comprendre que les différentes formes de régionalisme, Union européenne, Union africaine, OEA et autres, sont sous l'obédience de l'ONU et en matière de sécurité internationale sur l'obédience du Conseil de sécurité. La sécurité fait référence en matière théorique à ce qu'on appelle, le Conseil de sécurité fait référence à en matière théorique à ce qu'on appelle le structuralisme ou bien l'approche systémique. Mais l'approche systémique, pas dans son approche diachronique. L'approche diachronique, c'est l'approche qui fait référence à l'histoire des institutions, etc. Non, l'ONU ne s'intéresse pas à l'histoire. L'ONU, le Conseil de sécurité, s'intéresse plutôt à une approche synchronique. Ça veut dire des réseaux d'institutions sans rapport, des réseaux non seulement entre les États, entre les sociétés civiles, entre
les institutions internationales et par analogie pour résoudre les conflits, les rivalités internationales. Et là, la décision du Conseil de sécurité intéresse tout le monde, que ce soit les grandes puissances, que ce soit les petits pays, parce que ça pourrait être appliqué au monde entier. Ça, c'est première chose, ou à une région entière. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, on peut considérer le Conseil de sécurité comme l'accord entre 5 princes du monde. Un accord entre les 5 princes du monde pour diriger le monde. Un accord entre 5 princes pour diriger le monde. Ces 5 princes sont les 5 membres permanents, malgré leurs différents, ils se réunissent toujours pour discuter, pour discuter sur les affaires du monde. Ne pensez pas que malgré les questions du monde, parce que leur état-major se réunit toujours pour discuter sur les questions du monde. Voilà, malgré leurs différences, malgré leurs différends, ils se réunissent toujours. C'est une cour à 5 princes avec des différends et des différences, mais qui trouvent toujours certaines solutions. Regardez bien la question, l'une des questions à laquelle on peut faire référence lorsqu'on parle ainsi, c'est la question de la prolifération, la question de la non-prolifération nucléaire, par exemple. Là aussi, les 5 membres permanents se sont mis d'accord pour que les autres pays n'aient pas l'arme nucléaire au monde. Donc, c'est peut-être un exemple très caricatural, mais regardez bien, ils se sont mis d'accord pour que l'arme nucléaire ne soit pas propagée dans le monde. Pourquoi? N'importe quel pays qui possède l'arme nucléaire, eh bien, est considéré comme étant presque une puissance en termes militaires. Donc, à partir de ce moment, il faut freiner l'accès à l'arme nucléaire pour tout le monde. Donc, en matière de géopolitique des armes, ces pays-là se sont mis d'accord. Et dans les années 60, il y avait quelques fictions. Là, on a trouvé, par exemple, l'Inde, le Pakistan, peut-être même l'Israël, le Corée du Nord, qui ont l'arme nucléaire, qui ont accédé à l'énergie nucléaire, à l'arme nucléaire, mais à part ces quelques fusions des années 60-70, donc on est d'accord, le monde est statué sur les gens, les pays qui doivent avoir le nucléaire. Donc, c'est peut-être, regardez bien toutes les sanctions imposées à l'Iran pour avoir voulu développer son arsenal nucléaire. Donc, regardez bien, donc, vous pouvez comprendre que cette géopolitique, donc, en gros, je pourrais conclure pour dire que le Conseil de sécurité, c'est un projet politique, c'est un projet géopolitique du monde de Yalta. C'est un projet politique des 5 membres permanents des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire ce projet a façonné le monde qu'il y a aujourd'hui. Le monde de Yalta, le monde d'après 1945, c'est ce projet politique qui l'a façonné. Donc maintenant, on est en train de questionner ce monde
surtout avec la guerre d'Ukraine, le conflit russo-ukrainien, la question, le conflit Chine, États-Unis, Europe, etc. La question du BRICS, on est en train de questionner le postulat géopolitique de ce monde bâti après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, est-ce qu'on va arriver? Je ne sais pas. Il n'est que d'attendre. Je mets fin à mon exposé. J'attends les questions. Merci beaucoup. Merci en pile, professeur. Et sincèrement, c'était très précis, concis et je trouve très instructif de ta part. Moi retrouvé ma pile et avec toute franchise, cadeau, m'envie d'y amen. M'envie d'y amen parce que l'IPA est un sermon sur la montagne par rapport avec Jean Prinçon pour dégager, dédouaner ensemble d'instructions ça à nous-mêmes. Et Nabdo merci. Nabdo merci pour quatre théories qui ont vraiment avancé pour nous. Et nous avons longtemps depuis nous suivre cours et nous finissons nous dans l'autre cadre d'études. Mais à chaque professeur qui a une approche différente des conceptions et études ça qui est assez vaste. Et pour me sincère avec vous tous, c'est la première fois que je des modèles d'intervention, ça tout ça a rapport avec le Conseil de sécurité, alors que je m'attendais en pile conférence, en pile professeur déjà. Je vraiment apprécié la méthode là. Moi, pas connais pour l'autre participant qui est avec nous ce bord là. Et m'a enchaîné première question. Sur un cas pratique, réellement pour me poser question, puisque le Conseil de sécurité, qui paraît par analogie, c'est une sorte de contrat social au niveau global, et surtout dans une approche obésienne du contrat social qui parlait de Léviathan comme un monstre froid, qui représentait comme entité suprême qui a pour régulariser et réglementer l'ordre au niveau national, comme en termes de représentation, c'est l'État. Et on t'a dit que le Conseil de sécurité est constitué comme Léviathan dans le système des Nations Unies, qui est l'Organisation des Nations Unies, qui est là pour régulariser l'ordre, rapport de force qui existait dans l'État au niveau global. Est-ce que, pour une analogie pareille, est-ce que le Conseil des Nations Unies lui-même n'a pas directement commencé premier échec avec, parce que 5 ans après, pour 1945 et pour 1950, est-ce que 5 ans après, pour commencement de guerre de Corée qui commençait juin 1950, côté que Corée du Nord, a commencé un bombardement sur Corée du Sud et qui t'a rendre les États-Unis t'a fait première intervention dans ça, puisque ça t'a débuté avec une guerre de 1950-1953 et nous connaissons en partie comment ça a été fini. Est-ce que ça n'a pas constitué premier échec du Conseil de sécurité pour ça qui a rapport avec la paix au niveau international? Merci beaucoup. Mais répondre directement? On prend l'autre question ou bien mais... Ou capable commencer à répondre ça en attendant, on a enchaîné avec l'autre question. Bon, m'a répondons que lorsqu'il y a, bon, comme vous faites cette analogie, par exemple, fait analogie comme Kant le fait dans son projet de paix perpétuelle, ou fait analogie entre la construction, le passage de l'état-nature à l'état civil de Hobbes, et puis avec le passage de l'anarchie internationale à l'institutionnalisation des relations internationales. Oui. Il faut dire que de même pour l'état de nature, pour la paix, tant du point de vue de l'état civil que du point de vue des relations internationales, pas un état de cimetière. La paix, pas veut dire que pas d'affrontement. Aux États-Unis d'Amérique, il y a la paix sociale. Là, ça pas veut dire pas d'affrontement, pas de litige, pas de conflit, pas de délit, pas d'infraction. La paix veut dire que, du point de vue des relations internationales, les mécanismes de résolution des différends et les forces capables de les faire appliquer. Et ça, la paix veut dire en termes politiques. Un pays qui est en paix, pas veut dire que pas de courir, pas de bruit, pas de monde qui est en prison, pas de monde qui est pas en conflit avec d'autres États, par exemple. Non, c'est pas ça, la paix.
La paix veut dire que la capacité de l'État, de l'institution, de résoudre ces conflits par des mécanismes, par des dispositifs internes. Donc, la guerre de Corée, c'est peut-être un incident dans les relations internationales, dans la politique internationale, que peut-être les États-Unis, comme chef d'orchestre à cette époque, cherchaient à résoudre. D'ailleurs, c'est à partir de cette guerre qu'on a créé ce qu'on appelle les casques bleus. Les casques bleus. Donc, c'est pour comprendre que, et c'est vrai qu'on peut critiquer l'organisation, le monde de Yalta, le monde de 1945, construit à partir de 1945, mais on ne pas qu'à ignorer que tu as une paix relative. L'aime dit paix relative, ça ne veut dire pas que pas de guerre. Non, tu es toujours gain guerre. Ou pas qu'à nier tout, tu as la guerre froide, c'est toujours un développement des armes. Mais contrairement avec des années précédentes, donc ou pas qu'à, ou par exemple, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, surtout en Europe, la guerre franco-allemande et la guerre franco-allemande en Asie, etc. Donc, contrairement à ces guerres-là, donc, à partir de 1945, il y a certaines tensions qui maîtrisaient. Donc, on est passé de la guerre, par exemple, surtout de 1945 à la guerre d'Ukraine, surtout, on est passé des guerres classiques, ça veut dire des guerres entre États et États, contre la population civile d'un État. On a pris l'exemple de Rwanda, par exemple. Donc, on est passé, c'est vrai qu'il y a des dérives, ça, c'en est sûr. Il y a des exploitations, c'en est sûr. Il y a la politique d'exploitation, c'en est sûr. Mais la guerre ne veut pas dire qu'il n'y a pas des incidents. D'accord, ces merci. incidents peuvent être Vous mettez graves. Oui. Ma fini avec la création de l'ONU comme institution, il paraît comme une entité qui institutionnalisait la guerre, pensait la guerre de façon institutionnelle dans l'ordre social international pour régulariser le comportement acteur contrairement avec anarchistes qui ont vu 19e et commencement 20e siècle. Oui, c'est ça, c'est le rôle même de l'ONU, c'est de s'approprier le conflit international, de s'approprier la guerre en tant que telle comme outil de domination des États par les autres États, donc de déplier la volonté des États. À partir de l'ONU, la guerre n'est plus réservée aux petits pays, n'importe quel pays, la guerre est réservée aux grands pays, c'est-à-dire les pays des 5 membres permanents, surtout. Donc, là où, dès que il est extrêmement difficile après le monde de 45, dans le monde de 45, si un membre permanent ne soutient pas une guerre, pour que cette guerre continue à se déployer, à exister. Presque toutes les guerres qui ont été, les guerres de longue durée qui ont été enclenchées dans le monde dans le monde de 45, ce sont les guerres qui ont été enclenchées par les grandes puissances. Prenons la guerre la guerre de Corée, pas du tout. C'est la guerre de Vietnam, c'est la guerre russo-ukrainienne, mais la guerre de Kippour, par exemple, avec Israël et les autres, les États-Unis ont mis le pied, donc ça va, ça dure 7 jours, il y a toujours des conflits, mais ce n'est pas la guerre comme telle. La guerre qui a duré vraiment, c'est la guerre Iran-Irak. Mais c'est parce que les États-Unis d'Amérique et la Russie étaient là. Sinon, il n'y en avait pas. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Là, vous permettez de comprendre, et j'en ai fini la conférence en que étude des rivalités qui existaient entre 5 membres permanents du Conseil de sécurité, effectuées dans la pratique au cours des guerres froides à partir de 1945-1947 jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique après
la déclaration du 25 décembre 1991 de Mikhail Gorbatchev. Toute approche qui gagne, c'est résultat rapport de force qui constitue une rivalité entre membres permanents qui passaient par des guerres asymétriques à travers différents conflits que nous te connaissons pendant la période de guerre froide là, parce que des grandes puissances qui produisent comme armes nucléaires pas arriver à affronter directement par rapport avec autodestruction. Ou mutuelle destruction. À partir de le monde de 45, bon, on appelle ça en relation internationale ce qu'on appelle la paix relative. La paix, une paix relative. C'est pas parce qu'il n'y a pas de conflit, il y a toujours des conflits, il y a toujours des exploitations, mais il y a plus ce qu'on appelle des guerres classiques, la multiplication des guerres classiques comme telles. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Je vais demander avec tous les participants qui t'a suivi avec attention, intervention professeur. Et s'il y a un monde qui veut poser une question, jusqu'à présent, je vais demander pour lever main, s'il vous plaît, et pour nous capables de continuer, puisque vous êtes avec nous réellement. D'accord, nous avons Adeline Pierre. Au cas de commencer, Adeline Pierre. Moi, dis bonsoir à tout le monde. Bah, est-ce que tout le monde entend? Adeline Pierre, avant de continuer, nous prenons le professeur pour série de 3. Nous prenons Adeline Pierre, nous prenons Sherline, nous prenons William. 3 questions ça pour vous noter pour nous, s'il vous plaît. Après ça, on a passé par Rothschild et l'autre monde qui voulait participer encore. Est-ce que tout le monde entend? Oui, nous entendons. Ok. Et moi, d'abord, moi dis bonsoir à tout le monde. Moi féliciter le professeur pour l'intervention là. Et moi féliciter également la communauté qui organise la conférence là. Et par rapport avec l'intervention du professeur a été fait sur Wall, Conseil de sécurité, et côté l'État parlé de pays état membre et former un comité d'état-major avec 5 membres permanents. Et ça veut dire, ça m'a essayé de comprendre par rapport avec ça. Comprendre si tu as supposé gagner une guerre qui déclaré, normalement, faut que 5 pays ta doué bail adhésion. Et est-ce que nous sommes capables de dire guerre qui déclaré entre l'Ukraine et la Russie, est-ce que nous sommes capables de considérer lui comme étant une menace? Je ne sais pas si vous saisissez question là. Oui, bon, d'accord. Deuxième question. Oui, deuxième question, Sherline. D'accord, professeur, bonsoir à tous. Professeur, je vous remercie pour votre intervention et je remercie également l'équipe de GHA pour cette belle opportunité. Professeur, vous avez montré que le Conseil de sécurité est à la fois une tentative de mettre fin au conflit à travers une autorité supranationale, mais également un espace de rivalité entre les grandes puissances, rivalité entre les États membres et rivalité également entre les États membres et ceux qui ne sont pas membres. Professeur, pensez-vous qu'une véritable sécurité collective que le droit de veto existe, c'est-à-dire tant qu'une puissance comme les États-Unis, par exemple, peut à elle seule bloquer une décision, comme on l'a vu récemment, lorsqu'ils ont opposé leur veto à une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat dans le conflit en Ukraine. Et encore, j'aimerais savoir quelles pistes concrètes pourraient permettre de rendre le Conseil plus représentatif de la diversité des États-nations actuels sans simplement déplacer, je dirais, la domination d'une grande puissance vers d'autres. Merci. OK. La question, c'est la question de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la première question. Deuxième question, c'est la question de la sécurité collective. OK. Après troisième, pour finir, qui c'est William. William, s'il vous plaît, vous capable de poser question là qu'on y a? Désolé, m'a posé l'après.
D'accord, pas un problème. Rothschild, au cas poser question pour là, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Nous entendons. Est-ce que vous m'entendez? Ok, mettez avant. Oui, salutations spéciales à vous, professeur, pour l'exposé dont vous nous avez fait part aujourd'hui. Moi, ma question tourne sa source autour des rivalités entre les grandes puissances. En quoi cette rivalité qui existe entre les grandes puissances, avec les États-Unis, la Chine, la Russie, paralyse-t-elle, je dirais, la capacité même d'action même du Conseil de sécurité sur les crises majeures, que ce soit avec les sanctions ou la création de tribunes nous retrouver au niveau dans l'exposé, ou que ce soit avec l'intervention de la force armée, avec les casques bleus, les forces d'intervention retrouvées au niveau du chapitre 7. Je n'ai pas compris vraiment votre question. Votre question, c'est quoi? Oui, je vous dis quelques mots en quoi la rivalité qui existe entre les États-Unis, la Chine, la Russie, paralyse-t-elle la capacité d'action du Conseil de sécurité en ce qui a trait à voir avec l'intervention de la force armée ou avec les prises de sanctions sur certaines personnalités? Bon, la première chose, c'est que moi, je vais commencer par la question de peut-être Charline, qui c'est question de question de la sécurité collective. La question de la sécurité collective, c'est la question du maintien de la sécurité internationale. C'est la sécurité du monde. C'est la question de la sécurité du monde. Et maintenant, est-ce que ça peut être avec les puissances permanentes, les membres permanents? Oui, mais non. Oui, dans le cas où. Dès qu'on parle de sécurité collective, on parle d'institutionnalisation des normes sécuritaires. Et toute institutionnalisation suppose ce qu'on appelle des hiérarchies, une certaine hiérarchisation. Et ça, non seulement hiérarchisation, ça s'appelle une responsabilité internationale. Maintenant, est-ce que n'importe quel État peut être responsable de la sécurité? Il y a des États qui n'arrivent même pas à responsable leur propre sécurité, voire la sécurité de l'autre. Donc, à partir de mon moment, ça pose problème. Donc, il y a premièrement la question de la hiérarchie. Deuxièmement, la question de la responsabilité internationale. En termes de sécurité collective, donc, on peut se demander à cette époque-là, est-ce que n'importe quel État peut être responsable du point de vue de la sécurité internationale? Il faut avoir, et ça demande également, ça exige également des dépenses. C'est pas pour rien, par exemple, les États-Unis d'Amérique représentent les colonnes vertébrales de certaines institutions internationales, parce que ça demande des responsabilités économiques, politiques, culturelles et autres. Dès que c'est pas pour rien également, il y a le régionalisme dans certains pays n'arrive pas à se consolider. Pourquoi? Parce qu'il y a les États n'ont pas assez d'argent pour investir dans ce régionalisme-là. Problématique de la question de la sécurité collective, la question de la responsabilité internationale. Hiérarchie internationale, ça pose problème. Bien qu'il n'y a pas de hiérarchie, il y a souveraineté, mais quand il s'agit de responsabilité, ça pose problème. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, il faut élargir à la question, c'est depuis. On a remarqué que le Conseil de l'ONU n'est pas représentatif, le Conseil de sécurité n'est pas représentatif. Parce que selon le principe de l'ONU, à cette époque, c'est le principe de la formation, de la composition du Conseil de sécurité. Et les membres sont repartis en termes géographiques. La géographie, c'est l'équité géographique. Or, on voit l'Europe à seulement trois membres permanents. Les États-Unis d'Amérique seulement en Amérique, et puis la Chine
seulement, et puis il y a l'Afrique qui n'en a pas. Mais à cette époque, l'Afrique n'était pas encore un vrai continent. Et jusqu'à présent, en termes de puissance, l'Afrique est pauvre en termes de puissance, en termes de répartition de puissance mondiale. Donc, à partir de ce moment, il y a des débats, vraiment des débats houleux sur la problématique de la gestion de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon. Et puis, il y a non seulement des débats, mais il y a des conflits régionaux. Il y a l'Afrique du Sud, mais il y a Nigeria qui n'aimerait pas que ce soit l'Afrique du Sud. Il y a un débat en Europe, par exemple, entre l'Allemagne et l'Italie. L'Italie aimerait que ce soit moi. L'Allemagne dit non. Il y a des débats. Il y a des débats entre la Chine et autres. Donc, il y a toujours il y a un problème sérieux pour l'élargissement, pour la réforme. Et il y a des auteurs qui pensent que est-ce que l'élargissement du Conseil ne va pas entraver beaucoup plus la question de la sécurité collective? Bon, c'est vraiment compliqué. Moi, je n'ai pas réponse à toute faite à ces questions, mais ce sont des vraies questions des internationalistes, des théoriciens des relations internationales, ou du moins des supranationalistes, ou bien des institutionnalistes du point de vue des relations internationales. Maintenant, est-ce que ce monde-là n'est pas, la guerre d'Ukraine ne met pas ce monde en crise? Oui. La guerre d'Ukraine, peut-être, c'est l'expression même de toutes les crises. C'est l'aboutissement de toutes les crises, l'aboutissement historique de toutes les crises que ce système ont dû traverser, par exemple. C'est l'aboutissement. Maintenant, la question de la dollarisation, parce qu'il faut voir le système des Nations Unies. Ce n'est pas seulement le Conseil de sécurité qu'il faut voir. Il faut voir tout le système des Nations Unies, les systèmes les institutions de Bretton Woods, par exemple, qui sont derrière, qui font le travail technique. Qui font le travail technique, la Banque mondiale, le FMI, l'UNESCO, l'UNICEF, les institutions techniques sont des bras de jamais l'ONU seule. Il ne faut jamais considérer un organe de l'ONU dans sa singularité. Il faut toujours le voir comme étant un réseau mondial est là. Donc, il faut voir ça comme ça. Donc, c'est la crise. Et regardez bien, l'une des expressions de la crise, c'est peut-être la question de BRICS, la question de la dédollarisation. Le fonds monétaire n'est pas le fonds monétaire doit reconsidérer maintenant la question de l'échange mondial. Multipolarité du monde, du point de vue économique, et du point de vue monétaire, économique, bancaire et autres. C'est vraiment l'expression de la crise. La question de la guerre que j'ai oubliée. Bon, la guerre. Rivalité qui existait dans le temps grande puissance, membre permanent Conseil de sécurité ou pas constituer un élément de blocage pour bon fonctionnement système et Conseil de sécurité. Pas vrai, Othil? Voilà, exactement. Ben oui, il y a problème parce que oui, il y a difficulté. C'est peut-être la même question avec Charline, c'est que la question de la problématique de la sécurité collective est toujours un problème parce que n'oubliez pas l'un des principes de l'ONU, parce que le chapitre 1, c'est premièrement le but et le principe de l'ONU. Le but, il y a peut-être 3 ou 4 buts, mais il y a 7 principes. Il y a 7 principes de l'ONU. Le premier principe, c'est l'organisation repose sur l'égalité souveraine des États. Même s'il y a donc tous les États sont souverains,
Or, tous les États, dès qu'ils ont la capacité, sont extrêmement jaloux de leur souveraineté. Donc, à partir de ce moment, la rivalité bouge. Mais ce qui se passe avec l'ONU, il y a possibilité pour que cette rivalité ne débouche pas. Bon, moi, je ne dirais pas ça. Peut-être on est en train de regarder ça. Ce qui se passe avec l'ONU, c'est que depuis 1945, les grandes rivalités entre ces membres permanents n'existent pas. Il y a certainement des rivalités. C'est comme s'ils ont trouvé un compromis pour ne pas aller jusqu'au bout entre eux. Je dis bien, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si le monde de Yalta, c'est un compromis entre ces 5 membres permanents pour que ces 5 membres permanents, pour qu'il n'y ait pas une exagération entre eux. Il peut toujours avoir une exagération entre un membre permanent et un membre non permanent, mais il n'y a pas, c'est comme s'il n'y a pas une exagération. Quand je dis exagération, je parle de situation guerrière. Une exagération entre les 2 membres permanents. C'est comme s'il y a toujours, c'est vrai que dans la situation de la guerre froide, il y a toujours des frictions, il y a toujours des oppositions, mais c'est comme si on n'arrive pas à l'affrontement. Bon, je ne sais pas si... Excusez-moi, professeur, par rapport à l'autre éducation pour aller, ma prendre 3 dernières questions rapides pour capable faire une intervention, s'il vous plaît. Et n'a pas accès avec Rebecca Petit Papa, ou capable de poser question là, ensuite Pierre Cerisier et après William. Ok, et merci Pascal et merci professeur pour exposer. En fait, question maintenant à aller presque dans la même ligne ensemble avec Rothschild. Étant donné que 5 membres permanents qui dans le Conseil de sécurité, nous avons dit c'est 5 puissances mondiales qui dirigent le monde là. Si nous prenons cas de la Chine, qui c'est une puissance émergente qui surtout a une rivalité avec les États-Unis, qui utilise une stratégie géopolitique qui c'est nouvelle route de la soie, surtout ensemble avec Amérique latine, ensemble avec Porio. Si David gagne un éventuel conflit entre 2 puissances qui gagnent droit de veto dans le Conseil de sécurité, comment on lui-même l'a remédier ensemble avec ça pour éviter un éventuel conflit? Merci, c'est question ça. Oui, l'autre question, rapide. Oui, merci Pascal, merci professeur Nicolas, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Et ma question, c'est sur la question de l'État. De l'État, par exemple, comme vous l'avez dit dans votre présentation, c'est que on va passer de la logique de l'Empire à une autre logique parce que l'Empire est absorbant, l'Empire n'accepte pas des frontières. Cependant, avec la création de l'État-nation, on va y avoir une autre formule, on va y avoir une certaine horizontalité au niveau des relations internationales. Cependant, on ne peut pas concevoir l'État en dehors de la souveraineté. Donc, ce qu'est le sang pour le corps, c'est ce qu'est aussi la souveraineté pour l'État. Donc, en ce sens, dire que l'État, par exemple, surtout avec la création de l'ONU, un État n'est pas en mesure, surtout les États qui ne font pas partie des centres permanents de l'ONU, eh bien, ces États-là ne sont pas en mesure de déclarer la guerre. Est-ce qu'en ce sens, on ne devrait pas redéfinir le concept de souveraineté? Parce que ici, je vois, ici, il y a une sorte de degré de souveraineté où il y a une sorte de souveraineté à un degré moindre, où il y a une souveraineté qui est beaucoup plus élevée pour les centres permanents. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, pour la deuxième question, c'est en ce qui apporte à la question de l'espace. Je n'ai pas entendu la première. Oui, je reprends. Oui, pour la première question, professeur, c'est un rapport à la question de l'État. Pascal, attendez. Pascal, bon, je sais que vous êtes dans un cadre là, un cadre bien précis.
Mais est-ce que vous pouvez réorganiser cela à partir de mercredi ou bien jeudi, dans la même heure, pour reprendre les questions, parce que moi, je dois partir à tout prix à 8h30. Vous allez m'excuser. Est-ce qu'il y a possibilité pour réorganiser une séance de 2 heures de temps pendant la semaine, soit le week-end prochain, pour soit vendredi après 7 heures, pour répondre et pour approfondir cette question, parce que moi, je dois partir. D'accord, professeur, nous pas gagné aucun problème parce que nous gagnons ou soulever un pile point qui suscite question et vraiment vous pas gagné temps parce que avec l'équipe là n'a considéré capable là pour nous capable gérer ça. En fait, Nabdou merci un pile par rapport avec temps où tu es disposé pour nous et merci pour intervention fait qui est très satisfaisant pour nous et nous souhaitons rejoindre avec vous, organiser ça pour nous capable jouer une meilleure façon au moins pour nous aborder ces questions et pour mieux épuiser ce sujet. Merci beaucoup, professeur, pour capable de laisser nous, parce que l'heure est arrivée pour aller. Et bon, moi-même, nous avons repris le même sujet, ou bien nous avons reformulé le sujet, qui n'est pas bien problème pour moi, je suis toujours prêt pour me faire. Nous mettons le si la bon moi, et à travers Guerrier, qui a toujours proposé le et si la bon pour moi, je dis ça, et puis pour nous faire ça, nous pour faire, d'accord? Et ma présenter nos excuse-moi, parce que non cours électoral là, une réunion qui est extrêmement importante de participer là, nous doit participer. N'a pas excusé, c'est parce que je suis en bail et guerrier mot, oublié, je mettre réunion à 7 heures, là, songer les guerriers voyaient message avant moi. Je songer que je dois participer, donc c'est ça que fait. Je fais ça, donc m'a présenté nos excuses-moi et on l'a proposé en l'autre date et puis soit nous réformer les sujets avec même sujet et puis moi-même je fait beaucoup plus développement. Okay. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour m'aider nous parce que bon pas dire aider nous pour m'intervenir et moi mes jeunes qui ont connaissance et ces connaissances qui changent mon temps. Merci, prends soin de nous. D'accord, merci beaucoup professeur. Oui, donc. Et merci beaucoup à tout le monde qui a participé avec nous. Et nous pas qu'on est guerrier si il y a possibilité et pour nous arriver jusqu'à 9h, si vous êtes capable là pour répondre avec certaines questions. Merci Pascal. Et moi remercie professeur Atou. Et je pense que nous avons fait contact pour nous capables de faire suite avec les sciences. D'ailleurs, même j'ai que nous te dit dans le commencement, géopolitique, son est tellement vaste, demandé pour que nous capables de gagner un peu de temps et de disponibilité pour permettre que nous capables d'épuiser et pour permettre que capable de bailler assez de formation pour permettre que chaque délégué capable de gagner un minimum pour permettre que capable représenter le pays qui octroie dans la délégation que même fait partie de lui-même. Effectivement, s'il y a quelques questions, je pense que nous sommes capables d'échanger sur eux, même si que nous connaissons le docteur Ali même y aller, mais il y a plusieurs autres membres de staff là qui peut être capable d'aider à répondre avec 2-3 questions bien avant que nous planifions l'autre session. D'accord, William Nakuto. Merci. Bon, c'est m'a posé une question et puis l'autre question qui était le professeur, je l'ai venir et non, en fait, nous connaissons Haïti et géographique et stratégique, surtout et concernant le pays, côté États-Unis lui-même, et qui ont même mis sur Haïti, qui profitait des positions ça. Donc, question qui vient, pour qui ça, États-Unis, au lieu de limiter mail sur Haïti comme ça, pour qui ça n'est pas les moyens nécessaires pour les exploiter position ça, bon, me dit, limite, c'est pas dans l'intérêt pays, dans l'intérêt Haïti, c'est dans l'intérêt, donc pour qui ça ne pas faire ça. Ensuite, est-ce que, un jour, Haïti a privé exploiter position géopolitique limiter
une politique multilatérale qui est indépendante. Et par qui moyen nous penser Haïti capable affranchir de même militaire États-Unis bien solide. Nous entendons des questions yo? Allô? Alors oui, nous avons des questions. Nous avons des possibilités avec le coordonnateur Ok. nous guerrier pour capable porter un élément de Ok. réponse pour nous dans ça, s'il vous plaît. Ok, merci, merci. Bon, et vous entendez Pascal? Parce que je change de plateforme. CG ou avec nous? Oui, oui, vous pas entendez? Allô? Nous Pascal? entendons. Ok, d'accord. Et en fait, c'est une question qui un petit genre technique, mais il y en a pas que me voulais peut-être dire Kervin, c'est que en relation internationale, pas gen un pays qui pourra venir aider un autre pays développé. Bref, c'est vrai, coopération internationale li vini non logique côté que yo pral capable supporter pays soit qui en pi faible yo qui gagne sous scène internationale là. Mais là, regardez bien, construction Nations Unies, par contre, sou tap suivi bien avec Dr. Ricardo Augustin hier, qui te essayé de montrer nous clairement que une structure qui pas démocratique, d'ailleurs avec 5 pays et membres Conseil sécurité a, qui a dirigé toutes Nations Unies, li qui prouvé ça. Et dans logique ça, ou pas pral joindre un pays qui pral vinn di que il pral retirer Haïti dans sa li a. D'abord, ça nous doit faire, c'est faut qu'il y ait des Haïtiens, des nationalistes qui conséquents, qui prennent pouvoir pour capable orienter qui sa politique internationale là lui-même lié. Par exemple, dirigeant que nous gagnons, yo, les nous aller sous scène internationale, nous aller dans forum international, yo, c'est qui ça nous aller défendre? Qui ça nous gagne comme agenda, comme plan d'action pour que nous capables de faire lobby sous scène internationale là, pour nous capables de bénéficier, pour nous faciliter le développement les mêmes qui venir en Haïti. Il y en a pas que moi me dit, c'est que développement les mêmes li endogène. Ça veut dire c'est haïtien qui en Haïti, c'est nous-mêmes pour qui mettre tête nous ensemble d'abord pour nous connaître qui ça que nous décider faire qui côté nous voulons aller. Les ça, nous allons demander soit coopération internationale, nous allons faciliter un partenariat avec l'autre institution pour permettre que nous capables de renforcer faiblesse qu'il y a. Mais puis gros ressources ça nous gagnons déjà c'est monde. Donc c'est nous-mêmes pour qui investir dans tête nous entendons son plan, un projet à long terme pour permettre que nous capables avancer parce que effectivement et communauté internationale a peut-être capable toujours profiter et de fait c'est ça qui existe dans tout l'autre pays qui est dans le monde là. Et tout côté nous tande qui gen conflit actuellement, c'est parce que gen des ressources. D'ailleurs, faire conflit même en soi, c'est parce que gen un problème, c'est une rivalité, une question d'intérêt. Professeur tout à l'heure a exploré question, ça veut dire le fait que gen rivalité et gen intérêt dans une zone géographique, il vient gagner plusieurs puissances qui pourraient essayer de regarder comment ils sont capables et impliquer dans zone ça pour permettre que eux même tout yo ka tirer maximum. Et m'pa konnen si nous suivons l'actualité internationale dernier moment, nous senti plus ou moins un revirement qui a fait, par exemple, question la France ou Haïti. Mais c'est pour on recule, pour nous poser une question, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un soulèvement qui y a en Afrique, qu'on y a géopolitiquement, la France a cherché et un l'autre territoire pour permettre que les capables d'être influencer qui cause que les mêmes les vinn toucher qui sont d'être indépendants. Grand paquet l'autre question pour nous comprendre yo, faut que d'abord nous gagnions des mondes qui ont une dimension qui prêt pour capable faire des sacrifices et puis pour collaborer pour capable orienter ça besoin. Mais en termes géopolitiques, pas un pays qui va venir aider l'autre pays pour sortir dans sa ligne. Peut-être que font collaboration en termes d'amitié. D'ailleurs, c'est une raison d'assimilation que nous allons pour nous capables pays yo, même genre dernièrement, nous, la Chine essaye de tacler les États-Unis sur le dossier Haïti, mais c'est juste parce que ont besoin de faire yon point de vue passé. C'est parce qu'on a une guerre commerciale. C'est même genre tout, les États-Unis te taclé la France déjà, sous question Ukraine, nan, et les te gen processus négociation qui te voulu entamer, la France te campé comme médiateur, et puis les États-Unis pas totalement d'accord, et puis ils râlent dossier et d'être indépendant. Donc, William, pour dire bref, c'est que nous besoin et définir ça nous voulons au niveau interne, mais question géopolitique, c'est celle coopération internationale va venir renforcer et faut que nous ayons capacité pour nous capables orienter aide internationale pour nous capables tirer profit maximum.
N'espère nous ou t'es satisfait avec l'élément de réponse ça, William. Et Adeline, ou bien une question? Ou mettre avancer? Moi, je pose C'est une question. C'est Peut-être un problème Pascal, c'est ça. M'attend Adeline après. Oui, n'attend Adeline avant. Ou mettre avancer Adeline. C'est la même question de déposer, et professeur, t'as de professeur, t'as oublié la question de déposer. Dans l'intervention de l'État fait, l'État parlé de rôle conseil de sécurité. Quand il était parlé de comité d'état-major pour 5 pays. D'après ça, me dérive comprendre dans ça le dit. Pour ta gagner, normalement, pour une guerre, t'as représenté une menace, faut que tous les 5 pays faut que tous les 5 pays qui ont droit de veto yo ta bail approbation yo sous li. Ça c'est d'après ça moi-même dérivé comprendre dans ça t'a dit. Mais qu'on y a là question dérivé sinon si yo pas bail approbation yo, il pas considéré comme étant une menace. Moi bien dit oui, c'est ça moi dérivé comprendre dans l'intervention là. Question me poser, est-ce que la Russie qui est considérée comme un pays qui a droit de veto qui en guerre avec Ukraine, est-ce que là, on n'est pas capable de considérer ça comme étant une menace pour guerre entre la Russie avec Ukraine? Guerrier, ou dit des mots ou bien me ajouter des mots? On va avancer, Pascal. D'accord, pas un problème. Adeline, merci un pile pour question. Merci un pile. Et t'as comme te dit dans le commencement, études qui ont rapport avec relations internationales, géopolitique, Sciences Po, c'est des disciplines qui sont très connexes et interconnexion nécessite recours à ça, une transdisciplinarité. Côté que, ou pas capable seulement cerner enjeux qui gagnent actuellement là, ou pas seulement grille d'analyse. Du point de vue historique, ou capable toujours une grille d'analyse, une grille de lecture historique par rapport aux événements, mais si vous êtes seulement dans le cadre historique, ou pas besoin suffisamment d'éléments pour corroborer et avancer avec et comprendre fait qui a posé. Question ou posée à vraiment vrai, les surtout concernés et organise ça Conseil de sécurité des Nations Unies parce que approche professionnelle référée est semblable avec comportement qui gagne non système d'alliance qui relève autant qui c'est organisation traité atlantique qui créé 4 avril 1949 après que l'Union soviétique t'est fin rivé en 49 fin découvrir ça les bombes atomiques qui fin créer la Kaidi eh bien ça le commandement intégré dans l'OTAN qui régit tout état-major ensemble des pays qui constituent le Conseil de sécurité qui gagne état-major là lui surtout gain accès avec état-major comme principe d'état-major, il surtout gain accès avec état-major souverain et subalterne qui gain rapport avec ensemble des pays qui a participé qui toujours coopéré dans l'opération maintien de paix OMPO, c'est yo même li gain accès avec lui mais il pas gagné accès sur ensemble de 93 états membres dans souveraineté qui rentré dans ça. Qui sa question l'a suscité ensuite par rapport avec l'approche c'est que l'y entrer dans le principe juridique, ça nous relève dans l'étude des droits des organisations internationales. Dans le droit des organisations internationales, c'est dans le cadre d'études ça, nous allons joindre fonctionnement les Nations Unies, l'ONU comme organisation à échelle universelle, et nous allons joindre organisation régionale de tout, qui c'est OEA, et l'Union européenne, et l'Asie pas gagné directement, même si il y a une association des Asie du Sud-Est, mais il pas suffit, il y a l'Union africaine. Ça qui rend parler de surtout principe de super-étatique ou supranational. C'est-à-dire que principe de supranational ou super-étatique rend que dans l'ensemble de fonctionnement, l'État a part de souveraineté, il y a un ensemble de limites dans la souveraineté par rapport avec ça, il fait en sorte de contrat social au niveau transposé, qui rend que chaque décision qu'a bien pour prendre, dépendamment de qui angle a bien pour prendre, il y a une institution internationale qui est là pour régulariser comment ça prend. Maintenant, ça approche professionnelle réalité surtout dans le cadre juridique pour montrer que, mais rôle crucial que le Conseil de sécurité a gagné dans l'ensemble des décisions qu'il prend, les gagnants pour régulariser question conflit. Le Conseil de sécurité n'a pas qu'à empêcher un conflit traversé, mais il est surtout là pour régulariser à partir de l'aile lancé. Souveraineté en chaque État au gain permet de capable de faire action n'importe qui l'est et Conseil de sécurité a rapport de force qui existait, rivalité qui existait dans le non système d'alliance capable dans coopération au gain entre pays
rendre éviter une guerre pour ne pas arriver poser dans ça lié là. Mais c'est pas directement ces conseils de sécurité qui a réuni pour dire une guerre pas déclencher parce que souveraineté l'État pas limité avec ensemble de responsabilités malgré souveraineté, malgré comme si rapport de force et niveau veto qui gagne dans le conseil de sécurité elle pas empêcher aucun conflit, c'est cause nous gagnons différents conflits ça à travers le monde. Mais espérez que vous plus ou moins comprendre. Et Rebecca, n'a pas une question là? Oui, en fait, je vais une question à gauche, et suite ensemble avec ce qui va passer sur scène internationale là, vous t'entendez? Oui, nous t'entendons, mais avancé. Nous t'entendez? En fait, oui, nous t'entendons. CG et puis ou même. D'accord. Oui, en fait, nous dit suite ensemble avec l'évolution qui. En fait, ça qui gagne sur scène internationale là, surtout si on a regardé Trump ensemble avec une politique isolationniste et puis protectionniste, et puis si on a regardé Europe là tout, est-ce que nous avons dit gagner un processus de nouvel ordre mondial? Est-ce que nous avons dit le conseil ou bien est-ce que nous avons dit question alliée sur scène internationale là que il y a une redéfinition de question alliée parce que si on a regardé au plan avec les États-Unis qui ont allié sûr et puis qu'on a gagné petit doute. Est-ce que c'est un allié sûr ou bien est-ce qu'on considère comme un allié ou ennemi? Est-ce que cette question c'est ça? Merci beaucoup, CG. Ma bon avancer après pour m'avancer. D'accord, et merci Beka pour question, mais c'est que c'est dernière question Pascal parce que faut que nous capables finir et Jean que le professeur a te pour mettre là, parce que nous a préparé pour nous garder comment nous ca relancer en l'autre session sous géopolitique avec lui pour plus et temps pour que nous capables épuiser temps. Alors, et pour question Rebecca, est-ce que nous sommes capables de parler d'un nouvel ordre mondial? Oui, nous sommes capables de dire, mais qui pas clairement défini. C'est vrai qu'il y a plusieurs pôles, par exemple, si on regarde question BRICS avec question G7, donc question living par un petit genre compliqué. Mais surtout, nous sommes capables de faire face avec des révisions des alliances géopolitiques qui existent sur scène internationale là. Par exemple, il y a des changements que nous ouais, qui gagnent soit comme puissance comme la Chine ou la Russie qui a essayé de renforcer position face avec les États-Unis et l'Union européenne qui était toujours été soudée avec le Trumpisme qui existe actuellement sur la scène internationale. Il y a une sorte de euh, sur entre les relations qui existent entre l'Occident et en même temps, nous venons regarder l'autre jouet qui fait sous quatre là, côté que les États-Unis avaient essayé de rapprocher plus vers la Russie pour capable lutter contre ça nous capable de la Chine qui rentre dans Gen une coupure, guerre. oui, m'pa tande tout bagay yo, non? C'est Joe capable de reprendre pour Rebecca, s'il vous plaît. Libère Oui. Joe. Nous t'entendons là? Oui, là, nous t'entendons là. D'accord, on t'a parlé de révision Oui. qui gagne au niveau des alliances et stratégiques qui gagne, comme nous te connaît la Chine avec la Russie qui était toujours alliée et même déjà avec les États-Unis, avec l'Union européenne. Mais qu'on y a et gagné et yon l'autre stratégie qui existait, surtout dans la question qui a rapport avec l'Ukraine, nous capables ouais, presque nous capables dire avec Trumpisme, avec le nationalisme qui existait actuellement aux États-Unis, vin ba l'autre orientation. Et si même nous allons dans la question guerre économique là, et dédollarisation ça, d'ailleurs, pendant ce maintenant là, la Chine ba les États-Unis ont beaucoup en termes d'investissement qui vient poser un pile problème que il y a un pile spécialiste qui t'a parlé d'un nouvel ordre mondial, mais qui peut clairement établi. Et si on entre dans ça qui a rapport avec multipolarité, parce que nous connaissons et gain Sud global, gain Afrique du Sud, gain l'Inde, Brésil, eux même qui est impliqué dans la multipolarité, ça a même côté avec la Chine. Nous capable dire clairement que tendance est capable peut-être montrer nous à ça et peut-être nous capable arriver dans une situation comme ça, surtout avec Donald Trump, nous connaît
position stratégique que les États-Unis, la plupart du temps, toujours gagné sous scène internationale là. Donc, multipolarité, coopération, conflit, toute théorie ça yo vient rentrer en ligne de compte pour permettre que nous capables venir. Mais est-ce que ça suffit pour que nous parlions d'un nouvel ordre mondial? Nous pensons peut-être oui, et c'est des éléments que nous sommes capables d'avancer, mais nous ne pouvons pas arriver là parce que nous connaissons les États-Unis, surtout en termes de géopolitique et influence qui ont gagné dans le monde là, présence qui ont gagné dans le monde là, à n'importe quel moment, capable de gagner des coopérations qui fait pour permettre que capable d'avancer. Mais nous connaissons clairement, faut que nous peut-être finir par gagner un autre système pour permettre que, parce que gagner longtemps, pays ça yo, et même il y a bataille pour capable de gagner une multipolarité qui existe sur scène internationale là. Et même si que l'Occident eux-mêmes il peut pas totalement accepter avec question ça. Donc, n'a suivre et monter ça qui vient là yo, et puis pour nous capable de garder ça qui va le passer. Voilà, merci Pascal. Et moi-même, d'accord, merci beaucoup, CG. M'a fait approche par pour finir. En fait, Rebecca, et pour tout le monde qui a entendu, moi, j'ai 4 références. Par contre, si on a fait une vidéo, mais m'a cité qui est extrêmement important pour nous plus ou moins cerner en partie, comprendre en partie tout ça qui a passé là actuellement là. Dans le moment où on a parlé là, nous avons une période de, nous avons un monde en mutation. Nous avons un monde en mutation, c'est-à-dire que, et qui permettent, nous pouvons dire, est-ce que réellement nous avons un nouvel ordre mondial qui a remis en question l'ordre hégémoniste américain par rapport avec contestation des puissances révisionnistes comme la Turquie, l'Iran, la Russie et la Chine, et remise en question avec nouvel système d'alliance qu'a créé entre conseils de pays, rend que nous avons dit que nous avons un processus de mutation qui est capable de favoriser un nouvel ordre mondial, mais qui peut pas créer. Pour référence, je vais avancer avec ça. Vous regardez Thierry Garcin qui écrit un ouvrage sur la fragmentation du monde, qui parlait que les États-Unis sont une superpuissance affaiblie par rapport avec disparité sociale et ensemble de problèmes à traverser au niveau interne qui viennent rendre un certain contrôle perdu au niveau international, au niveau externe, qui rendent pas gagner ensemble de mémises d'été gagné tout de suite après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Ça, Thierry Garcin, bon, première référence là. Deuxième référence, c'est Paul Kennedy. Paul Kennedy, un auteur américain qui écrit un livre sur la naissance et le déclin des grandes puissances, qui est extrêmement important. On va étudier dans le parcours, on va permettre à privé découvrir, comprendre que est-ce que l'absence des États-Unis d'Amérique pas créé un vide abyssal qui a favorisé un nouvel ordre mondial par rapport avec ensemble d'emprises tentacules les États-Unis ont gagné comme une puissance sea power, comme puissance maritime par rapport avec ensemble de 7 flottes navales américaines qui devaient contrôler tout parcours commercial et ressources monde là. Ça qui est extrêmement important. Troisième ouvrage qui m'était supposé citer en premier, même à citer le Konya, qui c'est la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, qui est ancien et philosophe de formation et philosophie politique, qui écrit que la fin de l'histoire qui parlait des vainqueurs du système capitaliste sur le système communiste, il parlait de victoire totale sur le totalitarisme. C'est-à-dire que le système capitaliste il vainc le fascisme, le nazisme et il vainc le stalinisme et le totalitarisme, ça qui vient de trouver une opposition côté que, eh bien, je dis là, nous pas bien aucune guerre, nous avons bien les États-Unis d'Amérique qui peuvent traverser une période de temps, nous avons rendre et libéraliser le marché mondial là, d'où la nécessité de la création de l'OMC en 1994, Organisation mondiale du commerce, et plusieurs autres institutions qui veulent gagner mémis sous le système international là, qui veulent bailler hégémonie américaine sous le monde là, qui rendent une période de temps de 89 après 9 novembre 89 et passé par 91 pour arriver en 2009 sous Barack Obama, nous sommes capables de parler des politiques de reset. Et ensemble de mémises des États-Unis qui permettent pour comprendre qui nouvelle mode mondial nous avons là-dedans et qui remise en question qui gagne. Ça qui rend, je dis, à ensemble d'alliances qui gagne entre la Russie et la Chine à partir de 2022, depuis 2014, mais c'est surtout en 2022 par rapport avec ça qui signe Xi Jinping et la Russie. Et passer prend BRICS qui vient créer dans l'intervalle là, tout ça honnête, nous a dit qu'il y a vraiment une remise en question de ça la fin de l'histoire, nous plutôt à assister ça la fin de l'histoire de Francis Fukuyama. Et ma dernière référence, qui est extrêmement sensible, qui c'est l'ouvrage de Samuel Huntington, qui parlait des chocs des civilisations, qui lui-même qui était très critique envers Francis Fukuyama, qui était professeur à l'université d'Harvard, qui dit qu'il est trop bonnet pour nous parler de ça, parce qu'on prend en compte le système anthropologique civilisationnel, qui parlait des
des situations belligérantes et belligènes côté que civilisation dans choc a toujours gagné des éléments de guerre qui remettent en question le système oudia pas gagner la paix totale j'en dis là nous a toujours passé par puissance culturelle que Joseph a été créé dans période de temps parler de soft power pour vraiment vendre image américaine vendre l'Occident comme système mais je dis à la ça n'a vivre là li vraiment et Emmanuel Todd parlait de le déclin de l'Occident et compris que les États-Unis l'Amérique dans tête Occident et États européens tout ça honnête vient rendre que remise en question avec le système ça parce que c'est surtout les Européens qui habituent by non il y aurait les Sud global ensemble de regroupements pour remettre en question l'hégémonie américaine et comportement occidental au niveau international. Eh bien, entre le Sud global, pour me finir, entre le Sud global, alliance qui existe entre la Russie et la Chine, il y a directement, et alliance qui vient créer au niveau plus large dans BRICS, remettre en question total ça les comportements américains et l'Occident est gagné dans ça, fait que mutation en rend que nous avons un processus de création d'un nouvel ordre mondial, mais qui peut réellement créer. Ça, c'est approche que gagné relativement toujours. D'accord, merci Pascal, merci et tout le monde qui était connecté avec nous. Et tant que le professeur a lui-même dit là, c'est que nous avons reprogrammé ici ensemble pour que nous ayons plus de temps pour questions et pour approfondir l'autre point qui est capable de gagner, qui lie avec question géopolitique, parce qu'il y a un pile de bagages qui peut dire là. Moi, j'espère que nous te profitons au maximum de présentation ça qui te gagné. Et puis rendez-vous à la prochaine. Restez connecté avec nous sur page réseau social GHA et restez avec nous sur communauté GHA pour que nous continuions à participer dans plus d'activités, dans plus de conférences, en plus et projets que GHA lui-même les gagné qu'il a organisé dans le pays. Et c'était un pile qui est content Pascal et nous t'as participé. Merci CG, merci avec tout le monde qui a participé. Et nous souhaitons rejoindre le professeur réellement pour nous capables de continuer à séance parce qu'il y a pile de questions pour poser, il y a pile d'éléments de réponse pour nous porter par rapport avec ça, pour nous plus ou moins comprendre le monde n'a vivre là-dedans comment elle a évolué aux alentours de nous-mêmes.